Revu les dernières nouvelles locales, il y a beaucoup de réalisations en Égypte actuellement, surtout aujourd'hui. On a inauguré quelques usines industrielles dont on va parler en détail tout à l'heure avec notre invité, M. Ahmed El-Yassine Nassef. Vous êtes conseiller international en économie et en management. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je vais commencer par le premier sujet. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré aujourd'hui 2 usines de production de gaz médical et industriel et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash, au gouvernorat de Giza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi 2 usines de production de gaz médicaux et industriels et une centrale trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash, au gouvernorat de Giza. Ont accueilli le chef d'État à son arrivée, le Premier ministre Mustafa Madbouli et le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki. Le directeur général de l'agence de projet de service national, le général Walid Hussein Aboul Magd, a affirmé que la société de pétrochimie Al-Nasr, fondée en 1972, constituait un pilier clé pour les secteurs industriels, agricoles et médicaux en Égypte et poursuivait son rôle pionnier afin de réaliser un bond qualitatif en matière d'économie créative, surtout depuis l'accession au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en 2014. Conformément à la vision stratégique Égypte 2030, la société a pu inaugurer 13 nouvelles usines à Abu Rawash, à Fayoum et à Ain el-Soukhna. Le nombre d'usines spécialisées dans les industries chimiques, engrais et phosphatées s'est élevé de 26 à 39 usines pour sécuriser la vie des Égyptiens, répondre aux besoins du marché, assurer de l'eau potable dans toute la République, optimiser la valeur de phosphate brut et exporter l'excédent à l'étranger, a noté M. Aboul Magd. La société de pétrochimie Al-Nasr est l'un des édifices industriels égyptiens qui bénéficient de la force du produit national, en plus du développement continu dans tous ses secteurs et usines, avec son engagement envers les normes internationales et environnementales. Il s'agit d'une entreprise unique en son genre au niveau des entreprises et des usines qui travaillent dans le même secteur au Moyen-Orient, du fait de la multiplicité des activités des usines de l'entreprise et des différents produits qu'elle propose. Elle comprend le complexe d'industrie chimique dans la zone industrielle d'Abu Rawash, au gouvernorat de Giza, et elle est située sur une zone d'environ 250 feddans. En 1972, lors de la création de la société de pétrochimie Al-Nasr, elle a commencé avec une usine de production de chlore et de soude caustique d'une capacité de 15 tonnes par jour, utilisant à l'époque la technologie des cellules à mercure. Il existe 21 usines, y compris des usines de gaz médicaux et industriels. L'entreprise produit des gaz médicaux et industriels nécessaires aux hôpitaux, centres médicaux et diverses usines. La société livre de l'oxygène gazeux et liquide et d'autres gaz médicaux à environ 135 hôpitaux et centres médicaux spécialisés. Alors, M. Ahmed El-Yassine Nassef, je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré 2 usines de production de gaz industriel et médical et un centre trigénération au complexe des industries chimiques à Abu Rawash. Quelle est l'importance de ces inaugurations-là? L'importance, ce n'est pas vraiment seulement dans l'inauguration de ces 2 usines, mais c'est on a une stratégie. Après, j'étais un peu surpris quand j'étais en train d'entendre que la dernière usine qui a été inaugurée dans ce domaine était en 1972. 50 ans. 50 ans qu'on a perdu des opportunités énormes dans le domaine industriel, et notamment des gaz industriels. Donc là, on est en train de retourner une deuxième fois pour mettre les choses sur les rails dans la bonne direction, de profonder notre industrie dans tous les domaines, d'avoir une indépendance industrielle, parce que ces genres de gaz sont nécessaires
pour que pas mal d'usines dans plusieurs industries roulent comme il faut. Et si on ne les a pas, on va être obligé de les importer. Ouais, et c'est assez cher. C'était le cas avant l'inauguration de ces usines? Je pense que on avait un mélange, on importait un pourcentage et on produisait le reste. Mais maintenant, avec cette expansion, ce qu'on est en train de faire, c'est de profondir une deuxième fois la stratégie industrielle en Égypte, qu'on soit beaucoup moins dépendant sur les importations, parce que on est en train, ces jours-ci, ce qui est en train de se passer, on est en train d'importer l'inflation qui est un peu partout dans les autres pays, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est dépendant sur un produit ou une matière première qui rentre comme une composition essentielle pour une production locale, et on l'importe, on va l'importer au prix qui est disponible. On ne peut pas changer ce qui est en train de se passer dans d'autres pays. Et si, par exemple, il y a un problème de gaz en Europe à cause de ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, et on est en train d'importer des fournisseurs européens, on va payer une prime sur les prix et on n'a pas trop de choix. Et là, quand on est en contrôle, quand on est... on n'est pas en train de subir une inflation, une augmentation de prix tout à fait nécessaire, rien que parce qu'on n'a pas ce produit. Là, on est en train de fixer ça. Donc, vraiment, c'est un pas très stratégique dans la bonne direction, et ça reste dans le cadre de l'indépendance. Une deuxième fois, c'est un peu triste que la dernière inauguration était en 72, 50 ans, 5 générations, si vous voulez. Vous imaginez si... on était en train d'avancer comme il faut dans toute cette période. Mais on est où on est, et on est en train de faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de commencer cette industrie en Égypte, ou élargir. Et il y avait quelque chose qui était très intéressant. Quand on rentre dans la production des gaz ou des matières premières industrielles, c'est énormément important que ça soit produit dans les normes internationales, pour que le produit soit utilisable, surtout pour les multinationales qui sont installées en Égypte. Autrement, ils ne peuvent pas vraiment fournir leur usine à partir de cette usine, de cette nouvelle usine. Et de là, c'est bien contrôlé dans les normes internationales pour qu'on soit capable de faire que ce produit soit utilisable par tous les usines, et notamment les multinationales qui sont en Égypte, qui fabriquent en Égypte. Le président, durant son discours, a mis l'accent sur la pénurie des devises étrangères, et c'est la raison pour laquelle le plan du gouvernement, qu'il se dirige vers la production pour l'exportation. Est-ce que ces usines pourront compenser cette pénurie, ou bien cette pénurie de devises étrangères, ou bien aider à compenser? Bien sûr, parce que si le produit existe, est produit en Égypte, on ne va pas l'importer. Oui. Donc, le montant de devises qui a été ou aurait été utilisé pour faire cette importation n'est plus là. Donc là, on est en train de relâcher un peu de pression qui est sur la demande des devises. Oui. Et parce que je comprends parfaitement qu'on avait des choix très difficiles à faire. Oui. On n'avait pas assez de devises, surtout avec le exit qu'on a vu au commencement de cette année, avec l'argent chaud et toute cette histoire. Donc on n'avait pas assez de devises disponibles, mais en même temps, on ne pourrait pas laisser les usines en Égypte s'arrêter. Oui. Donc c'était un choix qui était un peu difficile. Et quand on est forcé d'importer des matières premières ou des nécessités de production, avec un coût qui est supérieur à ce que normalement on l'achète avec, le résultat évident que le produit final va être plus cher. C'est une chaîne de valeur qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc là, on est en train d'éviter tout ça.
Et en plus, on économise un peu d'utilisation de devises. Et en plus, ces usines offrent pas mal de travail, des opportunités de travail. Donc je pense qu'une deuxième fois, c'est une bonne stratégie. C'est vraiment très dommage que ça nous a pris 50 ans pour rentrer dans ce domaine, mais finalement, on est là. Oui. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, durant cette rencontre, a expliqué qu'il y avait des marchandises qui valent entre 15 et 16 milliards de dollars dans les douanes égyptiennes. Et à partir du 1er décembre et jusqu'au 23 décembre, on a pu relâcher ou bien faire entrer dans le pays ce qui vaut 5 milliards de dollars. Et il y aura un rapport toutes les semaines des marchandises qui sont entrées et le reste. Comment vous voyez cette démarche égyptienne? Si je peux ajouter un petit bout sur ça aussi. C'était presque 15 milliards. Oui. Ils ont rentré 5. Oui. Et il va avoir entre 3 et 3,5 de réexportation pour des raisons différentes. Où les produits ne sont pas au niveau d'expectation ou donc là, vraiment, on a dégagé, si vous voulez, on est en train de dégager 8,5 plus ou moins, ce qui fait plus que la moitié de montants qui étaient bloqués dans les ports. Moi, je vais être un peu trop franc, on n'a dû jamais avoir ce problème. Maintenant qu'on a eu le problème, on est en train de le résoudre le plus rapidement possible. Si on a anticipé un peu les répercussions qui étaient faites à cause des décisions de arrêter l'importation à partir des documents et que tout va devoir être à partir par des lettres de crédit, peut-être on n'aurait pas arrivé à ce point. C'est dommage qu'on est arrivé là, mais au moins maintenant avec la nouvelle gestion pour la Banque centrale égyptienne, je pense qu'on est en train de prendre les bonnes décisions et on est en train de dégager ce bloc qu'on a dans le port, et 50%, ou plus que 50%, c'est presque 60%. C'est un chiffre très intéressant au bout de 3 semaines. Je pense qu'au bout de, disons, de 1 ou 2 mois encore, et je pense qu'on va rentrer dans l'opération normale, et on va mettre tout ça derrière nous. Mais ces choses ont été dues, si vous voulez, être gérées par préemption et pas par réaction. Et on a dû penser un peu les décisions qui étaient mises en place avec l'ancienne gestion du Banque centrale égyptien, qu'un résultat pareil aurait été inévitable. Donc on doit un peu penser 2 pas en avant et pas seulement pour demain matin. Ces marchandises ou bien ces matières premières qui étaient bloquées et elles sont entrées sur le marché égyptien. Est-ce que ça va dynamiser le travail ou bien la production des usines qui sont, il y a des usines qui risquaient un arrêt? Oui, bien sûr. Et ils vont faire 2 choses vraiment. Ils vont accélérer ou mettre en demeure une deuxième fois les usines qui étaient presque en arrêt, et aussi les choses comme les poulatiers qui souffraient vraiment de manque de les aliments de poulet et tout ça. Donc maintenant que ça s'est rentré, je pense que ces industries vont reprendre. La deuxième chose que ça va faire, que ça va dégager un peu la pression ou le stress qui est sur le devise dans le marché parallèle. Donc, et on le voit. Le prix est en train de tomber, de baisser de presque 20% ou quelque chose pareil sur le marché parallèle. Donc là, c'est
dégagement, je pense que c'est dans la bonne direction. Et je pense au bout de 2 mois ou quelque chose comme ça, quand on va dégager toute cette marchandise et ces produits, les choses vont relâcher, les marchés peuvent respirer un peu mieux que ce qu'on a aujourd'hui et surtout ce qu'on avait il y a 3 ou 4 mois. Parfait. Bon, je passe à notre deuxième sujet. Il s'agit du Premier ministre Moustapha Madbouli qui a tenu hier soir une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, Hossam Heba, pour examiner les plans proposés pour attirer plus d'investissements au cours des périodes actuelles et futures. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu dimanche soir une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI, Hossam Heba, pour examiner les plans proposés pour attirer plus d'investissements au cours des périodes actuelles et futures. La réunion a porté sur les préparatifs pour la tenue d'une conférence pour la promotion des investissements et l'attraction des investisseurs au cours de l'année prochaine, afin de présenter les opportunités d'investissement prometteuses dans divers secteurs et domaines. Dans ce contexte, le Premier ministre a ordonné l'élaboration du plan frappé aux portes pour les grands fonds d'investissement, les grandes entreprises internationales ainsi que les grands investisseurs étrangers dans le but de promouvoir les opportunités d'investissement disponibles en Égypte. Au cours de la rencontre, M. Madbouli a adressé une invitation aux responsables de toutes les parties compétentes et qui se chevauchent la licence dorée pour les sensibiliser aux mécanismes d'obtention de cette licence. Pour sa part, le PDG de la GAFI a indiqué avoir rencontré un groupe d'investisseurs au cours de la dernière période, qu'il s'agisse d'investisseurs qui mettent en œuvre de grands projets dans divers secteurs ou d'investisseurs qui souhaitent étendre leurs projets d'une manière qui contribue à augmenter la production et à fournir de nombreuses opportunités d'emploi. Alors, je rappelle que le Premier ministre a tenu une réunion avec le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches pour examiner les plans proposés pour attirer plus d'investissements au cours des prochaines périodes et actuellement aussi. Le plan du gouvernement est basé sur l'attraction des investissements. Qu'est-ce qu'on a fait pour attirer les investissements? Clairement pas assez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, à votre avis? Pour commencer avec, je dois féliciter M. Hossam Heba, qui est un collègue à moi, et on a étudié ensemble. Donc je pense que c'est un très bon choix. Je ne suis pas sûr si on peut dire que nous sommes un peu jeunes, mais c'est notre génération, si vous voulez, qui est rentrée. Donc je suis heureux, très heureux qu'il a assumé ce poste. Là, on a besoin d'investissements directs étrangers qui rentrent pour donner une injection d'oxygène, si vous voulez, pour l'économie égyptienne. Ce qui est très clair que on n'est pas arrivé où est-ce qu'on est. On doit être, disons. Okay. Là, il y a plusieurs axes. Je pense que l'administration est en train de travailler sur les axes un peu. Pour commencer avec, la sécurité, c'est numéro 1. Personne ne va investir dans un pays où il y a un énorme risque. Surtout, le genre d'investissement qui n'est pas relié aux matières premières. Donc, s'il y a un pays qui a du pétrole, ou un endroit où il y a du pétrole, où il y a des diamants, peut-être que les investisseurs vont être motivés pour même aller investir là-bas avec les protections qu'ils devraient faire. Mais pour un pays où on est en train d'attirer des investissements normaux, la sécurité, c'est numéro 1, 2, 3. Après ça, on a ce qu'on a. Ce qu'on a maintenant. Oui, bien sûr. Maintenant. Oui.
maintenant. Oui, bien sûr. Maintenant. Après Parce les- que Oui, oui. 10 ans, 8 ans, un peu plus Il y a avant, 8 ans, il n'y avait pas de sécurité on n'avait du pas tout. de ça. Mais Donc là, à cette époque-là, c'était impensable qu'on pourrait attirer n'importe quel. Mais aujourd'hui, on a c'est ça. possible que ça a fait fuir quelques Bien investisseurs sûr. à cause de la Bien sûr, sécurité. c'est très normal, bien sûr. La deuxième chose, l'infrastructure. Tout ce qui est Internet, téléphone, et si vous vous rappelez un peu dans les années 70, c'était presque une comédie pour essayer de faire un coup de fil, Ouais. malheureusement. Donc aujourd'hui, on a une infrastructure, on a qui inclut maintenant avec tous les l'avancement dans les technologies, on a l'Internet, c'est aussi important comme le téléphone. Et là, on a l'Internet la plus rapide en Afrique. On a besoin des chemins, ou des chemins de fer, ou transportation locale. Et ce qu'on a, et on est en train d'améliorer avec une cadence assez rapide les chemins et les chemins de fer égyptiens. Donc là, on est en train de mettre en place pas mal de mesures. Sans oublier 7000 km de route. C'est énorme, Oui, voilà, c'est énorme. Et on a aussi les genres de routes qui vont être ou reliés à canal de Suez ou la mer Méditerranée, ou si on va finir le projet de la route internationale qui peut mener jusqu'au Maroc pratiquement. Donc on est en train de faire que l'Égypte soit un hub pour tous les investisseurs. Là, ce qui est très important maintenant, c'est que les potentiels ou les candidats que nous sommes intéressés à attirer soient bien au courant de ce qu'on peut offrir. Parce que avoir une chose, c'est pas vraiment la fin de la route. C'est très important de communiquer ce qu'on a. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très très important. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, parce qu'il y a aussi pas mal des voix qui sortent pour critiquer le taux d'intérêt qu'on a en Égypte. Si on a des investisseurs qui vont venir pour emprunter de l'argent des banques égyptiennes, là, ils ne sont pas vraiment une injection à l'économie. C'est un tournage, si vous voulez. Oui. Mais quand on a un investisseur qui est vraiment un FDI, Foreign Direct Investment, qui va venir faire l'injection que l'économie égyptienne a, normalement, il va venir avec ses propres finances, si vous voulez. OK. Et là, les taux d'intérêt sur le livre égyptien vont être plus ou moins relatifs pour cet investissement ou pour l'attirer en Égypte. Donc, c'est tout à fait deux choses qui sont très séparées. Il y a pas mal de gens qui sont en train de dire « Ah, on ne va pas attirer les investisseurs ». Non, non, ça n'a rien à voir. Si un vrai investisseur va venir investir, c'est son argent qui va investir. Voilà. On ne veut pas des emprunteurs, okay, qu'il vient pour emprunter de l'argent des banques égyptiennes. Avec notre argent. Ouais, ça c'est pas, il ne va rien ajouter à l'économie égyptienne. Et là, on peut faire tout ce qu'on doit faire, parce que le Banque centrale est bien en train de gérer ce dossier, mais ça n'a rien à faire avec l'attraction des investisseurs. Je pense que deux choses. Et ça, c'est le règle du marketing. On doit faire, on peut avoir un très bon produit, ce qui est investir en Égypte, c'est ça le produit qu'on veut faire du marketing pour. Mais si on ne s'assure pas avec plusieurs mesures, avec toutes les méthodes possibles, que les potentiels sont bien au courant de ce qu'on a, ce qu'on peut offrir, ça va devenir comme un petit secret. Et on ne vend jamais rien
et là c'est le service d'investir en Égypte, par les garder en cachette. Ça ne marche pas. Okay, donc c'est très important de faire du marketing. Et le marketing, ça doit être un peu, pas le marketing qu'on voit quelquefois, avec tout mes respects bien sûr pour Mapal de Camper, c'est pas le marketing comme on le fait pour le tourisme. Viens, on a du soleil en hiver, les pyramides, on a la mer Rouge. Ça, et on montre un peu de belles photos. Ce qui est vrai. Et ça marche. Et ça fonctionne bien pour le tourisme. Pour quelqu'un qui veut venir faire des vacances pour une ou 2 semaines en Égypte, ça marche bien. Mais si on veut attirer des investisseurs, des vrais multinationales qui vont vraiment étudier, c'est pas avec le petit show qu'on va mettre qu'ils vont venir. C'est avoir des discussions, c'est avoir des présentations. Et c'est aussi, la première règle du bon marketing, c'est de comprendre les besoins le consommateur ou du client. Donc là, on doit savoir, ils ont besoin de quoi? C'est quoi qu'ils ont besoin? Pourquoi il y a des États qui étaient un peu comme Dubaï ou quelque chose comme ça, qui a bien réussi à attirer des investisseurs étrangers? Est-ce qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle un tax holiday ou des vacances de taxation pour un peu du temps? Est-ce qu'ils ont besoin du terrain avec des bons prix ou même gratuitement? C'est très important de leur demander la question. C'est toujours, et ça c'est une règle qu'on a appris quand on était jeune, n'assume jamais que tu sais bien ce que ton consommateur a besoin ou qu'est-ce qu'il veut savoir ou qu'est-ce qu'il veut avoir dans ton produit. Va et demande ton consommateur qu'est-ce qu'il veut avoir. Voilà. Okay. Il faut lui dire ce qu'il veut. Voilà. Oui. Et si on ne doit pas assumer qu'on sait ce qu'il veut. C'est ça le truc ici. On doit le demander et puis le faire disponible. Et là, je pense qu'on va attirer le maximum possible des investisseurs. Voilà, nous avons la sécurité, nous avons l'infrastructure. Et si on parle d'infrastructure, presque tout est prêt dans la zone économique du canal de Suez. Absolument. Voilà, alors, quand est-ce que les investisseurs viendront? Quand on fait ce qu'on doit faire. Et on peut même mettre une date. Je ne suis pas au courant de... Mais la zone du canal de Suez, c'est prometteur. Elle est prête, plus ou moins, oui. Et c'est... je suis au courant qu'il y a pas mal des grands projets qui sont mis en place là-bas. Et c'est une question, je pense, de roulement. Mais toujours, ce qu'on doit comprendre, c'est comme un service. C'est pas loin, peut-être je peux utiliser cette analogie, quand on part dans un restaurant chic. Okay, vous êtes demandé ce que vous voulez. Et après un peu de temps, ils vont venir vous demander est-ce que tout va bien. C'est pas très difficile. C'est le même genre. Le contenu est un peu différent, mais le système, c'est un système d'offrir un produit de service. Est-ce que on a demandé les gens? Si oui, ok. Et on doit s'assurer que ça marche bien. Parce que ce n'est plus... ce genre de marketing n'est plus le genre du marketing pour faire un petit piège. « Oh, bah, je l'ai attiré. Ah, il est tombé, non, ça ne marche pas comme ça. » L'idée, c'est la continuation. Et personne ne va continuer à investir dans un pays s'il n'a pas la satisfaction nécessaire de son investissement ou ce qu'on appelle le post-purchase decision or behavior. Ça veut dire que après qu'il a acheté quelque chose, on doit renforcer qu'il a fait la bonne décision. C'est pas que maintenant il est venu, c'est fini. Non, ça marche pas comme ça parce que on doit s'assurer qu'il est bien satisfait de cette décision, même après qu'il l'a prise, et en même temps que tout le monde parle à tout le monde dans ce monde. Ok, que si on a quelqu'un qui va te dire je suis tombé dans le piège, fais attention. Ouvert, alors tout absolument. Voilà, c'est l'information. Je suis tombé dans le piège, fais attention. Ne fais pas ma faute. On est perdu. Parfait. Bon, je passe à notre dernier sujet. C'est concernant
Le ministère du Logement, des Services publics et des agglomérations urbaines qui a poursuivi ses performances remarquables au cours de l'année 2022 qui a été témoin d'une grande activité du secteur immobilier au sein du marché égyptien et de l'établissement d'un certain nombre de nouvelles agglomérations urbaines, dont la dernière en date a été l'inauguration de la nouvelle ville de Mansoura, où le nombre de nouvelles villes a récemment atteint 30 villes, en plus d'un grand nombre de villes planifiées, dont la construction est en cours. Salih Hamed Yarachoucha. Le ministère du Logement, avec ses secteurs et entités affiliées, a mis en œuvre les directives présidentielles concernant l'achèvement des projets de l'initiative Vie décente dans divers gouvernorats, qui comprenaient un certain nombre d'axes, notamment le développement des villages et des centres de gouvernorat, le développement de l'eau potable et réseaux d'assainissement, la création d'unités et de complexes de services agricoles, sportifs et culturels, la création et le développement des réseaux routiers et de transport, ainsi que de nouveaux réseaux électriques, de même que des réseaux existants. En ce qui concerne l'activité de mise à disposition de logements pour les citoyens et de terrains pour les particuliers et les investisseurs, l'année 2022 a connu un grand mouvement car le ministère du Logement a offert de nombreux terrains de différentes catégories pour servir les différents segments de la société. Et sur l'axe du logement social, 16 annonces ont été lancées depuis 2014 jusqu'à l'année en cours avec 1,5 million de citoyens qui ont besoin de réservation alors que le nombre d'unités attribuées a atteint 465 000 unités. Le nombre de bénéficiaires de financement immobilier a atteint 449 000 avec un montant de 49,5 milliards de livres de financement et 7,5 milliards de livres de soutien en espèces via 22 banques et 8 sociétés de financement immobilier. Au cours de la dernière période, le ministère a proposé des logements pour les personnes à revenus faibles et moyens dans le cadre de l'initiative présidentielle Logement pour tous les Égyptiens, car l'offre se distinguait par la présence de logements prêts à être livrés immédiatement. Au niveau de l'Agence centrale pour le développement, l'année 2022 a vu la poursuite des réalisations dans l'achèvement des projets qui ont été mis en œuvre au Caire et dans plusieurs gouvernorats. Un grand nombre de terrains résidentiels distincts ont été vendus aux citoyens, tandis que la zone de la ceinture verte dans l'ouest de Helwen. L'agence exécutive pour les projets communs a construit 260 logements entièrement achevés à la ville du 6 octobre et les a proposés aux citoyens dans le cadre du système d'attribution à des prix inférieurs à ceux qui existent sur le marché. Le ministère du Logement, en 2022, a offert 10 nouvelles villes urbaines qui sont la nouvelle ville de l'Abour, la nouvelle ville d'Octobre, la nouvelle ville de Badr, le Di Ramadan, la nouvelle ville de Bourg el-Arab, la nouvelle ville de Menia, de Aswan, de Beni Souef, d'Assiout. Ceci dans le cadre du plan de développement global 2030 de l'État. Monsieur Ahmed Lessi Nassif, je rappelle que vous êtes conseiller international en économie et en gestion. Là, je vais commencer par le grand projet national Vie décente. À votre avis, comment vous évaluez cette... Je pense que c'est une nécessité. Si on se rappelle un peu dans, disons, les années 2005-2006, jusqu'à peut-être 2010 même, il y avait un phénomène en Égypte, c'est celle des villes bidons. Oui. C'était énormément dangereux pour le futur du pays. On avait des Égyptiens qui vivaient dans des conditions qui n'étaient pas vraiment acceptables. Et la pire des choses, que c'était en train de croître. C'était pas des endroits qui étaient fixes, mais c'était en train de croître. Tout était chaotique dans ces endroits. On n'avait pas des contrôles, il n'y avait pas d'eau potable, il n'y avait pas même l'électricité n'était pas claire. Et les personnes qui vivaient là-bas, et surtout les jeunes ou les petits, qui grandissaient dans ces conditions, l'espoir ou la probabilité qu'il allait avoir une vie sainte était pratiquement très proche à zéro.
Donc là, avec... et en plus, malheureusement, et je comprends parfaitement, mais malheureusement, ça a été documenté dans pas mal de films. Et peut-être que c'est bien, parce que on dit toujours que le cinéma et l'art, c'est une réflexion de la société. Donc c'est bien que ces films restent, et les films restent pour toujours, qu'on se rappelle qu'on avait ces genres de phénomènes. On fait la comparaison. Absolument, absolument. Et là, on avait un terrain très fertile pour tout ce qui est tout genre de crimes, de tout ce que peut... De tout, de tout. Et donc là, par ce qu'on est en train de mettre en Vicente, ce programme qui coûte énormément cher, mais je pense que c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est de l'argent bien dépensé, et je ne dis même pas dépensé, c'est investi dans la personne égyptienne. Donc je pense que ce n'est pas question du logement ou de l'appart, ça part beaucoup plus loin que ça. La personne elle-même, elle aurait été comment si elle avait grandi dans ce genre d'environnement. Donc là, on est en train d'éviter, de gérer par préemption de très, très grands problèmes qu'on pourrait avoir. Ça coûte cher? Oui, ça coûte cher. Mais on n'a pas le choix. Un pays que j'aime beaucoup, mais on peut apprendre une bonne leçon, c'est le Brésil. En Brésil, il y a de ça. Il y a beaucoup de bidonvilles et ils l'appellent les favelas. Et j'y étais moi personnellement. Et malheureusement, c'est un État dans l'État. Quand il arrive à un certain niveau, c'est incontrôlable. C'est tout la commerce de drogue et tout ce qui est hors loi qui se passe dans ces environnements. C'est vraiment terriblement difficile pour le contrôler. Donc là, on a bien tracé la ligne où il fallait le faire et on est dans la bonne direction. Très bien. Nous avons 2 minutes pour parler des nouvelles villes qui ont été créées en Égypte durant la dernière période. 2 chiffres qui sont très importants et pas mal d'Égyptiens se rappellent de ces 2 chiffres. 3,5% et 12 ou 13%. C'est quoi ces 2 chiffres? C'est l'utilisation du terrain égyptien. Okay. L'occupation du terrain égyptien. L'Égypte n'est pas un petit pays. L'Égypte est assez vaste, c'est un grand pays où, disons, sur l'échelle mondiale, on est un pays moyen, mais surtout on n'est pas petit, avec 1 million de kilomètres carrés. On vivait sur 3,5% du surface du pays. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on avait, pardon? On avait une densité, un des plus élevés dans le monde. Si je ne me trompe pas, c'était à 23 000 habitants par kilomètre carré, dont quelques villes, bien sûr, le Caire est inclus. Là, avec la stratégie qu'on a, on est en train de sortir de ces 3,5. On est en train de commencer d'utiliser le reste du pays. Si vous vous rappelez, et j'ai bien une deuxième fois qu'il y a pas mal de films qui nous rappellent avec ça, dans les années 70, c'était pratiquement impossible de trouver un appart. Personne ne pensait qu'on pourrait avoir une maison. Ça n'existait même pas. Et là, on est en train de faire ça. Donc, je pense que... et c'est un peu partout. Ce n'est plus le focus au Caire seulement. C'est un peu partout. Je pense que c'est une très bonne stratégie qui aide aussi de créer du travail. Et on se rappelle toujours de proverbes français, quand le bâtiment bat, tout va. Donc, le bâtiment, l'industrie du bâtiment, elle fait... travailler pas mal d'industries avec. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Ahmed Lessinos, et je rappelle que vous êtes conseiller international en économie et en gestion. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain à la même heure et très très bonne soirée. Au revoir.